Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à ce premier café citoyen santé et travail. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir Marie Peuzet. Marie Peuzet, vous êtes donc docteur en psychologie, psychanalyste et président de l'association Souffrance et Travail. Vous êtes également créatrice de la première consultation Souffrance et Travail créée en 1997 au centre... Oui, au siècle dernier. Au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Vous êtes également responsable pédagogique du certificat de spécialisation en psychopathologie du travail lancé par Christophe Dejour en novembre 2008 au CNAM. Et vous êtes également membre fondateur du groupe pluridisciplinaire de réflexion sur la maltraitance au travail. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, qui s'appelle Le Burnout pour les nuls, aux éditions First. Et c'est d'ailleurs ce dont il est question ce soir, Burnout partout, Burnout nulle part. Je laisse la parole donc à Marie Peuzet. Eh bien, je voulais remercier surtout Patrice, Céline, enfin voilà, tous ceux qui organisent ces cafés citoyens, parce que par les temps qui courent, nous allons avoir un sacré besoin de nous réunir, de discuter de ce qui se passe, et puis surtout de retrouver des forces collectives qui vont devoir monter du territoire, puisque celles qui tombent d'en haut s'affaiblissent et que nos institutions se dérobent dans leur mission symbolique. Alors, si j'ai décidé ce soir de vous parler du burn-out et d'intituler cette conférence Burn-out partout, Burn-out nulle part, c'est parce que nous assistons actuellement un petit peu à ce qu'on a vu dans les années 2000, lorsque la loi sur le harcèlement moral est sortie dans nos consultations. Il y a ici ce soir beaucoup des cliniciens du réseau et je les remercie de s'être déplacés. De la même manière qu'en 2000-2002, nous voyons arriver nos patients avec le livre de Marie-France Irigoyen à la main. Page 23, c'est mon histoire, je suis harcelée. Nous assistons actuellement au même raccourci. Tous nos patients arrivent dans nos consultations en disant « je suis en burn-out ». Voilà, cette pop psychologie, cette pensée raccourcie et plaquée ne rend pas service à nos patients. Et puis nous agace un peu, nous les cliniciens en psychopathologie du travail, parce que les recherches faites par Christophe Dejour et tous les théoriciens autour de cette question-là, depuis maintenant 30-40 ans, sont d'une exceptionnelle richesse, qu'on tait, qu'on cache, malgré le succès de leurs livres, succès qui n'est pas quand même un succès de grand public. Et au fond, on assiste à une construction de l'ignorance, à un raccourcissement de la pensée, à un copier-coller, qui n'est pas de la vraie clinique, qui n'est pas la bonne approche, qui ne sert pas les patients sur le terrain. Donc ce soir avec vous, je vais essayer de passer en revue un peu les stéréotypes, les a priori, voilà, tout ce qui se dit autour du burn-out et qui fait que ça n'en est pas, mais tout ce qui fait aussi que ça en est et que c'est grave et que nos salariés français sont devenus des athlètes de la quantité qui s'épuisent, s'effondrent, sont remplacés par d'autres malheureusement très rapidement, et qu'il est important de faire passer des messages très forts sur les premiers signes cliniques pour que la peur qui cloue les salariés sur leur poste dans la hantise de s'arrêter, de poser un arrêt maladie, de déroger, de pas tenir le travail au quotidien, les fait aller au bout de leurs forces et arriver à des tableaux cliniques que personnellement, dans nos consultations, je trouve catastrophiques. Alors, vous savez que ce terme burn-out est un anglicisme auquel on peut rajouter tous les autres, bore-out, brown-out. C'est vraiment terrifiant de se dire que le français ne contiendrait plus la sémantique nécessaire pour décrire ce qui se passe dans ce pays et qu'il faut aller chercher ailleurs. Quasiment un syndrome par situation de salarié. Si vous dire à quel point cette affaire clinique n'est pas sérieuse. En tout cas, le syndrome d'origine, celui des soignants, celui décrit dans les années 70 par Freudenberger, qui était celui de ces soignants américains à une période très particulière de l'économie américaine, où l'État américain se désengage du financement des cliniques consacrées aux toxicomanes du quartier, et où les psychiatres hospitaliers décident de passer du temps bénévolement à continuer à faire tourner ces fameuses cliniques. Donc vous voyez, on est bien dans la conjonction entre une situation économique spécifique et l'apparition chez ces soignants, au bout de quelques temps,
quasiment du même syndrome que ceux des gens qu'ils soignent, ce fameux épuisement moral, physique, intellectuel, qu'à l'époque on qualifiait de syndrome des idéalistes déçus. Je peux vous assurer qu'actuellement nous n'en sommes plus là et que les tableaux cliniques que nous rencontrons dans les consultations sont des tableaux d'effondrement neurophysiologique massif. Je reçois actuellement des patients pour lesquels je fais faire systématiquement des bilans neuropsychologiques au CMS de Lausée à Paris, puisque nous avons la chance d'avoir une équipe de neuropsychologues au CMS de Lausée absolument remarquable. Ce sont des neuropsychologues capables de faire des diagnostics de tumeurs au cerveau simplement avec des batteries de tests neuropsychologiques. Eh bien, depuis 6 mois, je vois revenir des bilans neuropsychologiques avec écrit « atteinte définitive des fonctions cognitives du cerveau ». C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui s'abîme, ce n'est pas la souffrance morale, éthique qu'on a pu rencontrer pendant longtemps. Ce n'est pas un épuisement qui va se réparer grâce à des mois d'arrêt maladie. Ce sont des atteintes définitives qu'on peut donc considérer comme des processus de somatisation de l'organe cerveau. Je ne vous parlerai même plus du psychisme ce soir. Nous en sommes à l'atteinte vraiment grave des fonctions cognitives irrécupérables. J'ai toute une kyrielle actuellement de femmes cadres au niveau européen qui dirigeaient des milliers de salariés qui ne pourront plus jamais retravailler, qui ne sont même pas capables de remplir leur feuille de sécurité sociale tant elles sont atteintes. Donc moi je lance un signal d'alarme ce soir et on passera en revue ensemble, si vous le voulez bien, les signaux qu'il ne faut pas laisser passer parce que votre travail c'est aussi d'en parler autour de vous, de devenir un peu les sentinelles de terrain que sont déjà les cliniciens du réseau pour transmettre véritablement ce que contient ce fichu burn-out. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'en France, cette approche des pathologies psychiques liées au travail est d'une frilosité déroutante. Un peu à la croisée, bien sûr, de rapports sociaux houleux, c'est le moins qu'on puisse dire, toujours de ce risque d'imputabilité à l'entreprise qui fait que bien sûr celui qui fait un burn-out sera taxé par le chef d'entreprise de fragilité personnelle, cette absence de prévention primaire culturelle qui ne bouge pas d'un iota, même si le COCT, le plan santé et travail pour 2020 met en avant, fait un focus sur la prévention primaire. Où voyez-vous les mesures de prévention primaire dans les lois qui tombent actuellement? Le CHSCT disparaît, le médecin du travail, on ne le verra plus que tous les 5 ans, l'entretien avec l'infirmière du travail, qui pourrait être un entretien très riche, va devenir un questionnaire stéréotypé qui va mettre en invisibilité les problématiques véritables. Donc nous sommes en face d'une organisation de la mise en invisibilité des pathologies montantes et plus que jamais vous devez être des sentinelles de terrain avertis des symptômes qu'il faut surveiller. Et puis on voit se développer aussi, et c'est encore ce qui me paraît le plus grave parce que c'est ce qui fait tenir les gens, une sorte de critique cynique de ce qui autrefois était la conscience professionnelle, bien faire son travail, faire un travail de qualité. Voilà, de nos jours, les gens qui viennent nous voir et ceux qui font des burn-out sont les consciencieux. Eh bien, être consciencieux est devenu une pathologie. C'est intéressant de voir l'évolution des valeurs. On ne vous a pas demandé d'en faire autant, on ne vous a pas demandé de vous engager autant. Pourquoi est-ce que vous avez fait tout ça? Il fallait vous organiser, hiérarchiser. Alors, c'est intéressant d'aller voir du côté des pays européens et de voir qu'en Suède, par exemple, le chef d'entreprise et les salariés sont formés à une véritable prévention primaire de ces pathologies, qui sont toutes placées sous l'égide du stress. Mais à la limite, parler du stress ne me dérange pas, parce que le stress fait produire beaucoup de cortisol, que le cortisol va se nicher dans les articulations et donne les terribles pathologies musculo-squelettiques qu'auront des gens qui font des burn-out, qui va se nicher sur le pancréas et qu'il donne l'augmentation des diabètes insulino-dépendants, qui va se nicher sur le cœur et qui produit l'augmentation de 40% des infarctus du myocarde chez les femmes françaises. J'écoutais un cardiologue à la radio
expliquer l'augmentation de ces infarctus par l'augmentation de consommation du tabac et de l'alcool chez les jeunes femmes. Certes, mais j'avais envie d'appeler la radio et de dire bonjour monsieur le cardiologue. Je pense qu'il y a une madame cardiologue à la maison qui vous décharge de la seconde journée, la prise en charge de la sphère domestique et familiale, alors que les jeunes femmes modernes en France ont cette double peine, cette double charge mentale, que l'organisation du travail dans notre pays, encore malheureusement extrêmement masculine, avec des horaires très tardifs, des réunions décalées tard le soir, une sanction, une discrimination de système sur l'évolution de carrière des femmes. Voilà, rien n'est fait pour que les femmes françaises puissent arriver à conserver un état de santé à peu près correct. Ce cortisol va aussi aller se nicher sur le cerveau et donner ces dépressions inflammatoires que les chercheurs peuvent constater quand ils font des autopsies sur ceux et celles qui n'ont pas survécu. Je vais être très somatique ce soir parce que je pense que nous en sommes là. Alors en Suède, ces chefs d'entreprise et ces salariés manient très bien la Karolinska, qui est l'échelle d'évaluation du burn-out qui a été établie en Suède, dans le fameux institut Karolinska. Et lorsque ces échelles qui sont passées régulièrement par les salariés défaillent, eh bien le salarié est envoyé dans un centre de réhabilitation où des exercices d'understressing le remettent en état. Et là, il peut reprendre son travail accompagné par une équipe pluridisciplinaire. On évite bien des dégâts. Je ne suis pas en train de dire que c'est parfait partout. Mais quand même, il y a des pays où la prévention primaire a du sens et où on n'attend pas que les gens craquent. Et en tout cas, le chef d'entreprise suédois ne se prend pas la tête avec cette histoire d'imputabilité. Il met en place les outils pour repérer le risque d'effondrement chez ses salariés. Donc ça, c'est important. Pourquoi ? Eh bien parce que ce burn-out qui est devenu la maladie du siècle est tristement encore présenté comme un drame de l'insuffisance personnelle. Et peut-être ceux qui sont ici ce soir et qui en ont fait un ont entendu ces phrases. C'est votre fragilité. En plus, souvent ils sont pris en charge dans notre système de santé par nos psychiatres, par nos thérapeutes. Et on sait à quel point... quand on va voir un psychanalyste, et c'est la psychanalyste qui parle, sur la question du travail, il y a du grain à moudre. Quelqu'un qui ne s'entend pas avec ce N+1, on peut toujours aller chercher dans l'enfance des difficultés d'identification au père, une révolte contre l'autorité. Quelqu'un qui n'arrive pas à garder son poste, on peut toujours aller dans l'enfance chercher des histoires d'instabilité identitaire. Il y a de toute façon toujours quelque chose à trouver du côté de l'enfance quant à la question du métier qu'on va choisir, puisqu'effectivement, le petit montage pulsionnel qui est le nôtre va déterminer notre métier. Je dis toujours, heureusement, que le petit garçon sadique qui aime bien arracher les pattes des mouches et coller des papillons vivants sur des panneaux de liège à 5 ans va devenir chirurgien à l'âge adulte, sublimer son sadisme, le mettre au service de la collectivité et sauver des vies. Heureusement que la petite fille que j'étais, qui aimait beaucoup écouter aux portes, ouvrir tous les placards fermés à clé, est devenue psychanalyste et se fait payer pour écouter les secrets de famille. Ça, c'est la thèse de Christophe Dejour, vous le savez, la centralité du travail, le meilleur pacificateur individuel et collectif qui ait jamais existé et qui reste irremplaçable à ce jour, et qu'on confond souvent avec l'emploi. On sait tous que quand on n'a pas d'emploi, on travaille beaucoup à en chercher un, que les femmes au foyer travaillent beaucoup à le tenir à bout de bras, que quelquefois on a un emploi où il n'y a pas de travail, ce fichu bore-out qu'on nous colle dans les dents, que quelquefois on a des emplois où il y a trop de travail, trop d'activités de travail. Vous voyez, j'essaye de vous amener petit à petit un vocabulaire supplémentaire à ces raccourcis sémantiques qui bloquent notre pensée, mais qui bloquent aussi, bien sûr, la prise en charge. Alors, si on reprend ce petit sadique et cette petite voyeuriste de l'enfance et qu'on en fait des gens avec du métier, c'est ça qui préserve la santé mentale. C'est la capacité de trouver sa place à l'âge adulte dans le champ social et d'exercer ce pour quoi on est fait. Vous avez compris que du coup, l'idée d'une employabilité, d'une flexibilité, c'est pas trop ce qui me branche pour préserver la santé mentale.
Non, je ne crois pas qu'on puisse faire n'importe quel métier et bien s'en porter. Qui ici, par exemple, se sentirait capable de travailler aux pompes funèbres, d'accueillir toute la journée des gens qui sont dans le deuil avec la bonne distance et la bonne gentillesse? Qui ici n'est pas chirurgien et se sent capable de prendre un scalpel et d'ouvrir la peau de quelqu'un? Bon, voilà. Il y a un très beau livre de Cynthia Fleury qui s'appelle Les Irremplaçables, le dernier qu'elle a publié, que je vous conseille de lire. Nous sommes tous irremplaçables, mais nous sommes tous remplacés. Voilà. C'est autour de cette question-là que va se jouer la santé. Hein. C'est évident. Alors, je vais essentiellement vous parler non pas de caractéristiques psychologiques des gens qui font des syndromes d'épuisement professionnel, on va l'appeler comme ça. On va garder le terme de burn-out pour le monde des soignants, parce que chez eux, hein, l'engagement dans le soin peut effectivement les brûler, surtout dans les formes d'organisation du travail qui sont les leurs. Mais partout ailleurs, ce qu'on voit, c'est vraiment ces esclaves de la quantité, épuisés sur le plan somatique et pour lesquels j'estime que le terme des syndromes d'épuisement professionnel est plus juste. Et donc on va parler des nouvelles organisations du travail parce qu'elles sont apparues dans les années 80, vous le savez, et elles ont profondément modifié le rapport de chacun d'entre nous au travail, le rapport subjectif, le rapport corporel, le rapport spirituel au travail, au principe du management scientifique des premiers temps du taylorisme avec, vous le savez, les méthodes de surveillance, de contrôle, d'encadrement, se sont substitués, et aujourd'hui dans des proportions terrifiantes, de nouveaux dispositifs qui se sont mis en place, des chaînes de montage jusqu'à l'hôpital public avec son New Public Management. Vous voyez, on ne se fatigue même plus à traduire en français. Des mécanismes qui, sous l'intitulé Lean Management, visent en fait à disciplinariser les corps et disciplinariser les psychismes engagés dans le travail. Vous rentrez dans un magasin de vêtements, en passant la porte, vous enclenchez pour toutes les vendeuses l'obligation de vendre un panier de 30 €. Dans le même magasin, il y a une responsable qui, sur son logiciel, suit en temps réel les ventes de ces vendeuses. Et en même temps, il y a quelque part, dans le bureau d'un DAF, un logiciel qui, en temps réel, suit les ventes de toutes les boutiques de la franchise. Et donc, si telle boutique à Cannes flanche, il peut décrocher son téléphone et dire « Mais qu'est-ce que vous foutez? C'est le festival en ce moment, pourquoi vous ne vendez pas ?» Cette instantanéité du contrôle, chez souvenez-vous, c'est l'histoire d'appuyer sur la touche P pour aller faire pipi et de réappuyer en revenant pour que le logiciel puisse calculer combien de temps vous vous êtes absenté et vous n'avez donc pas été productif. Ces nouvelles technologies, ce digital qui nous a envahis partout, pour la première fois dans l'histoire de l'homme et de la fabrication des outils, qui jusqu'alors avaient été le prolongement de ses sens, microscope électronique pour voir plus loin que nos yeux, robots pour faire mieux que nos mains. Pour la première fois, les outils que nous avons fabriqués nous kidnappent en retour. Et donc, c'est un changement de paradigme de civilisation et de fonctionnement corporel que nous payons très très cher. Et que l'organisation du travail a récupéré avec ravissement pour accroître la question du contrôle du travail, prévu par la loi. C'est une des prérogatives de l'employeur. Mais avec ces outils-là, nous, dans la liste des techniques de management pathogènes que nous avons identifiées, nous appelons ça des techniques persécutoires. Obliger un salarié à s'autocontrôler, à se mesurer, à appuyer sur les bonnes touches, donc à participer activement à sa propre servitude électronique, n'est pas sans effet psychique et physique sur ce salarié. Dans tout ça, moi j'ai envie de vous parler de Pierre-Yves Gomez et de son merveilleux livre « Le travail invisible », avec son explication sur la modification de la signification du travail. Autrefois, dit-il, dans le capitalisme industriel, on fabriquait un bel objet, s'il était beau et intéressant et utile et qu'on en fabriquait beaucoup et qu'on avait fait une bonne publicité, on en vendait. Et tout le monde, depuis le PDG de la marque qui signifiait quelque chose jusqu'au manutentionnaire de l'usine, pouvait se reconnaître
dans Michelin, Peugeot, enfin dans la marque. C'était une identité. En tout cas, le travail, l'objet fabriqué, le service rendu était au cœur de la reconnaissance de la qualité de l'entreprise. Vous le savez, en 2017, 2/3 des entreprises françaises appartiennent à des fonds de pension étrangers. La donne a changé. On ne va plus dans une entreprise distribuer les dividendes réalisés grâce au travail. On va réaliser le travail nécessaire pour distribuer les fameux dividendes. Et donc, dans ce capitalisme-là, et chez moi, ça n'est pas une critique du capitalisme, c'est un constat de ce que cela génère dans le rapport de chacun d'entre nous au travail. Le travail réel, celui que nous effectuons tous les jours, n'est plus au cœur du système. Ce qui est au cœur du système, c'est ce que j'appelle la grammaire chiffrée, qui sert à convertir le travail des femmes et des hommes de ce pays, mais du monde entier, en ligne comptable, en promouvant finalement dans l'entreprise comme métier central désormais le contrôleur de gestion, celui qui calcule. Et voilà comment, au fil du temps, eh bien, à l'hôpital, la tarification à l'acte est devenue l'acte de soins central de la gestion de l'hôpital. On ne prodigue plus des soins, on les produit, et ça modifie sacrément le rapport de l'infirmière, bien évidemment, parce que pour savoir combien elle en produit, elle passe son temps à contrôler numériquement son travail pour enregistrer ce qu'elle fait. Et donc on sait maintenant qu'une infirmière ne consacre plus que 10% de son temps aux soins purs. J'ai été hospitalisée il y a 2 ans pour une grosse intervention en neurochirurgie. Et le lendemain de l'opération, l'infirmière vient pour le premier pansement. Vous savez que c'est toujours long, compliqué, douloureux. Il faut prendre son temps, c'est de la neurochir, il ne faut pas s'infecter. Au bout de 20 minutes, où elle tripatouillait le pansement, avec beaucoup d'agilité et de bienveillance, une sirène se met à hurler dans ma chambre. Je dis, c'est quoi ça? C'est un patient qui vous appelle? Non, c'est un dispositif mis en place par la direction pour qu'on accélère nos pansements. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on fait rien, moi j'enlève pas mes mains de votre pansement, il faudrait que je retourne au pool central pour l'éteindre, donc que je me ressalisse, puis que je me relave les mains, ça n'a pas de sens. Sauf que le pansement a duré 40 minutes et que c'était une sirène hurlante, c'était pas une sonnerie. Voilà. La pauvre diététicienne qui vient le matin avec son super appareil connecté pour enregistrer votre choix parmi les 18 merveilleux menus, enregistre votre choix et le soir, vous voyez arriver autre chose. L'infirmière arrive avec son chariot et un ordinateur dessus, et sans vous regarder, parce qu'elle doit rentrer ce que vous lui dites, elle vous dit, Madame Pesé, vous avez bien pris ce médicament à telle heure? Et vous lui dites, non, je suis arrivée avec une ordonnance, mais je vous ai dit, mon médecin de la douleur a décalé les prises. Ah oui, mais ça va pas parce que moi j'ai enregistré votre ordonnance dans le logiciel et maintenant je peux plus rien changer. Donc il faut que vous preniez les médicaments à l'heure que dit le logiciel. Mais oui, mais vous voyez comment, petit à petit, cette grammaire chiffrée vient gauchir et le travail réel, et le travail de soins, et le travail de tous. Et à quel point s'y rajoute l'utilisation des mêmes techniques chiffrées pour contrôler le travail du salarié, et à quel point tout ça, bien évidemment, nous rend fous, mais surtout à quel point devient totalement invisible, et c'est ce que dit Pierre-Yves Gomez, le travail réel. Le travail réel, c'est quoi? C'est ce que les femmes et les hommes rajoutent à la tâche prescrite, nous dit Philippe Davzy, pour que le travail se fasse. Voilà. Et celui-là, où passe-t-il? Ce travail qui se fait avec le cœur, avec le corps, avec l'honneur, avec les règles de métier, avec la fameuse conscience professionnelle devenue une pathologie. Où est-ce que c'est enregistré, là, ce travail réel? Nulle part. Et donc, vous avez ce clivage terrible entre ces données chiffrées à rentrer dans des super machines qui vont dire que vous êtes productif, et nous le sommes. Le salarié français est 4e en productivité horaire au rang mondial. C'est dire que les fameuses techniques de management pathogènes sont efficaces et qu'on n'est pas prêt de les modifier. Mais à côté, le travail réel, celui qu'on fait pour que ça tourne et que ça marche, celui-là passe à la trappe, n'est pas vu par l'organisation du travail. Et là se trouve la source de la souffrance. Alors, à l'hôpital, vous le savez, c'est la mode de la chirurgie ambulatoire. On opère une prothèse de hanche, elle sort le soir.
Mesdames, arrêtez de travailler, il faut rentrer à la maison parce qu'il va falloir vous occuper des personnes malades dans votre famille. Ça doit être sur ça que compte l'hôpital quand même. Qui s'occupe des gens qui sortent dans la journée et qui rentrent chez eux le soir? Vous le savez, hein, les patients traités par le chirurgien deviennent un nombre d'actes. Le chirurgien est mis en compétition avec l'opérateur du même service. À la il y avait dans le lit à côté du mien une femme qui avait été opérée d'une tumeur osseuse et on lui avait fabriqué sur une imprimante 3D le nouvel exosquelette de son crâne, donc le summum de la chirurgie. Mais par contre, le chirurgien qui venait la voir tous les jours disait « On vient de me faire sauter ma prime parce que je vous ai gardé hospitalisé trop longtemps ». Le pire et le meilleur se côtoient désormais dans ce monde du travail. Vous le savez, le chercheur à l'université est désormais évalué sur le nombre d'articles qu'il publie. Je ne vous parle pas du contenu, je vous parle du nombre d'articles. Et donc, voilà comment le travail humain, avec sa sensorialité, son honneur, ses muscles, sa sueur, ses joies, ses bonheurs, ses difficultés, ses échecs, eh bien, est remplacé par cette grammaire financière, rythme, temps, cadence, flux tendu, si possible, pas de stock, zéro délai, zéro mouvement inutile, une espèce d'entreprise rêvée virtuelle où les corps n'ont pas de place. Et on voit bien comment l'hôpital tient, comment les entreprises tiennent, les usines tiennent, les bureaux, parce que vous tous, eh bien, vous apportez, vous ajoutez votre travail réel à ces procédures, parce que vous voulez que ça reste du travail humain, parce que vous voulez que les ponts tiennent, que les pansements ne s'infectent pas, que le pain qui cuit soit du bon pain qui est encore du goût. Parce que c'est ça la vie, c'est le travail qui fait tenir le monde. Alors, moi je dis qu'au fond, ce rêve de désorganisation du travail, de nous remplacer bientôt par des robots, d'installer des systèmes experts, de tout calculer par algorithme, n'est juste qu'une gigantesque stratégie de défense qui dissimule ce qui remonte d'en bas, c'est-à-dire que ce système en fait est voué à l'échec, qu'il faut tricher dans les logiciels de mesure du CO2 pour arriver à vendre ses voitures, qu'il faut beaucoup travailler pour y arriver. Et il est évident que le rythme du travail moderne est devenu un voleur de vie. Pourquoi? Parce que dans ce système-là, celui qui réussit de nos jours, ce n'est pas comme autrefois le plus intelligent ou le plus fort physiquement, c'est le plus rapide. Celui qui travaille le plus vite. Seulement quand on travaille vite, ceux qui travaillent le savent, au-delà du fait que l'augmentation de la cadence des charges de travail pulvérise les seuils neurophysiologiques et biomécaniques dont je vous parlais tout à l'heure, au-delà de ça, cette intensification du travail a des conséquences tragiques sur la qualité du travail. Je pense qu'ici, nous le savons, nous travaillons tous en mode dégradé, ce qu'on appelle le mode dégradé. Dans les hôpitaux, c'est une certitude, dans beaucoup d'usines, c'est le cas. Mais qu'est-ce que ça fait de travailler en mode dégradé, donc de ne pas faire du très très beau boulot? En tout cas, jamais avec les effectifs nécessaires, le temps nécessaire, les moyens nécessaires. Eh bien, ça vous renvoie de vous, quand vous vous regardez dans la glace, une vilaine image un peu abîmée. C'est pas terrible ce que je fais en ce moment. Je suis pas fière du travail que je fais en ce moment. C'est vraiment du n'importe quoi, c'est sur un coin de table. Je ne fais plus qu'éviter des catastrophes. C'est ce qui a produit, vous voyez, le classement du CHU en numéro 1 au rang français comme établissement hospitalier pour sa modernité, ses réussites, peut-être ses exosquelettes du crâne imprimés en 3D, mais les 5 suicides d'infirmières l'été dernier. C'est comme ça qu'au mois d'août, à 22h30, un soir, je reçois un coup de fil du secrétaire du CHSCT, du CHU. Marie Peuzet, il y en a une 5e qui vient de se tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Mais dans quel état faut-il qu'on soit dans ce pays? Dans quel état sont nos acteurs pour qu'on appelle Marie Peuzet à 22h30 au mois d'août, comme si, dans la grotte de Lourdes, j'allais sortir et trouver une solution miracle? C'est vous dire la défaite des acteurs, des institutions, pour qu'on en arrive à ça.
Et les infirmières qui se sont tuées sont des infirmières qu'on avait placées dans une grande flexibilité sur des postes, notamment dans des services infantiles. Elles ne connaissaient pas les dosages pédiatriques, elles ne connaissaient pas bien les pathologies en question, et 2 d'entre elles avaient craint d'avoir injecté une dose adulte à des enfants. Les enfants sont morts, il y a eu autopsie, c'était pas ça du tout, mais entre-temps, les 2 infirmières s'étaient suicidées, par peur d'avoir commis un acte irréparable, de s'être trompé. Parce que quand on travaille en mode dégradé, on se trompe. Et quand on est un bon professionnel, on le sait. Alors voilà, c'est embêtant de mal travailler. Je ne vais pas emboliser la parole avec une conférence interminable parce que je pense que c'est important qu'on discute et qu'on puisse répondre à vos questions, pas que moi, mais les cliniciens du réseau qui sont là ce soir. Il y a beaucoup de dégâts dans ce type d'organisation du travail. Au-delà de l'épuisement des corps, il y a le travail abîmé, il y a la montée de la violence. Les infirmières qui se tapent dessus, les salariés qui s'agressent, le harcèlement qui fleurit sur le lit de la radicalité des comportements. Il y a bien sûr la violence de l'usager qu'on fait attendre au comptoir parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, qu'on ne sert pas assez vite. Il y a bien sûr la chemise arrachée du DRH d'Air France, parce que nous, les cliniciens du travail, nous classons dans les décompensations comportementales les séquestrations d'employeurs et ce type de comportement violent. C'est peut-être mieux que de faire un AVC ou de faire une tentative de suicide. De la même manière, nous avons une classification des suicides un peu particulière que nous devons au docteur Marie-Pierre Guillaubailly, qui est psychiatre à Angers, dans le service de pathologie professionnelle. Elle décrit les suicides noirs, blancs et rouges. Alors les rouges, c'est bien sûr ce c'est suicide un petit peu militant, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Je vais me tuer et puis comme la hiérarchie ne m'écoutait pas, là quand même, après ma mort, ils vont parler, ils vont discuter. 70 suicides en fait. Ça parle toujours pas beaucoup. Les suicides noirs, un salarié qui a un terrain dépressif, qu'on met dans une situation managériale épouvantable, sans les moyens, sans la formation et sans les appuis du collectif, il va se suicider. Parce que c'est dans sa lignée structurelle. Croyez-moi, nous avons les moyens dans notre réseau avec de bons avocats pour faire le lien avec l'organisation du travail. Et puis les pires, ceux qui m'inquiètent le plus, les suicides blancs. Souvenez-vous de Michael Jackson avant sa dernière tournée, qui était tellement épuisé qu'il n'arrivait plus à dormir et qu'il se faisait injecter du propofol, c'est-à-dire une drogue anesthésiante, pour arriver à dormir un quart d'heure, 1 heure, et qui en est mort. Comme Prince, d'ailleurs, qui achetait sur Internet des produits aussi pour tenir la douleur et la fatigue et l'épuisement. Les suicides blancs, ce sont surtout des femmes qui viennent nous voir en consultation et qui nous disent « Voilà, j'ai commencé à taper mes enfants, alors je viens vous voir. Vous allez me dire qu'il faut que je dorme, vous m'avez donné des antidépresseurs, ça ne me fait pas dormir du tout. Des somnifères, ça ne me fait pas dormir du tout. J'ai un bouton là, off, sur lequel j'appuie, puis qui ne marche plus. » C'est ça que j'essaye de faire passer comme message ce soir, que ces épuisements-là ne sont plus les déceptions mélancoliques des soignants des années 70. C'est comme la douleur chronique, un emballement d'un mécanisme neurophysiologique que le salarié ne peut plus contrôler. Il ne peut plus redescendre. Et d'ailleurs, il trouve des produits. Il y a ceux qui prennent de la cocaïne pour monter le matin, et puis le cannabis pour redescendre le soir, ou l'alcool. J'étais à la... Parce que c'est marrant, ils me font venir pour des conférences en ayant oublié qu'ils m'ont opéré. D'ailleurs, je me souviens de l'étonnement des cadres sup à qui je faisais une conférence sur le burn-out quand je leur ai parlé de l'histoire de la sirène dans la chambre, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Les cadres sup, elles ne vont jamais dans les services, elles sont tout le temps dans des réunions, donc elles ne savent même pas ce qui est mis en place. C'est là où le monde est devenu un peu fou. Et ça y est, j'ai perdu le fil. Cocaïne le matin, cannabis le soir. Ah voilà, et alors, merci, vous êtes formidable. C'est bien, vous n'avez pas de troubles cognitifs, vous. Et alors, je faisais mon topo sur le burn-out et je parlais de la consommation de produits pour tenir.
Et à la fin, il y avait le DRH de l'assistance publique qui était là. Il y a 3 infirmières qui courageusement ont levé la main et qui ont dit merci Madame Peset. Parce que là, on a le courage de dire que le soir, quand on revient du travail, on avale 4 ou 5 verres de vin blanc, qu'on prend du Red Bull le matin pour se donner de l'énergie, des anxiolytiques dans la journée quand l'angoisse monte. Et je trouvais ça extraordinaire, ces mains qui se levaient. Le DRH, lui, verdissait et pâlissait, parce qu'il prenait la mesure de l'atteinte de ses troupes. Et je parle bien de troupes, c'est pas pour rien. Mais c'est ça qui se passe. La consommation de produits a augmenté dans ce pays dans des proportions hallucinantes. Il faut se doper pour travailler à cette vitesse-là et pour tenir. Donc, ce que nous appelons les pathologies de surcharge, le burn-out va en faire partie. Et donc, je vais vous donner tout de suite ce qui, pour moi, relève des 3 signaux à repérer. Pas la définition compliquée avec le triptyque sur le cynisme et patin couffin. Non, une fatigue que le repos ne résorbe plus. Le recours aux produits pour tenir, licite ou illicite, ça va de l'antidépresseur en passant par le pétard du soir, comme vous voulez, il y a toute la liste. Et la perte du plaisir d'aller travailler. Si vous n'êtes attentif que à ces 3 critères-là, c'est déjà beaucoup. Et quand vous en êtes là, il faut aller consulter. Alors, nous avons mis en ligne sur le site Souffrance et Travail, sur la première page, un test de propagation du syndrome d'épuisement professionnel qui est sur la droite, qu'il faut aussi aller voir, passer, parce qu'il démarre très bien avec ses salariés merveilleusement investis. Et puis il y a la surchauffe, et la surchauffe qui devient chronique, et puis l'apparition des lésions, voilà, il est téléchargeable. Vous savez que nous avons créé ce site d'accès gratuit pour mettre en temps réel tous les outils nécessaires à tous les acteurs, dans la logique de ce qu'on appelle la faute inexcusable. Le chef d'entreprise vous doit la protection de votre santé physique et mentale en termes de résultats. Il est passible d'une faute inexcusable sur la base de 2 critères très méconnus. Le premier, c'est qu'un chef d'entreprise ne peut plus, à l'heure d'Internet, dire qu'il ne savait pas. « Ah, je ne savais pas qu'on pouvait se suicider au travail. » Ah bon, vous regardez jamais la télé, Internet et tout ça. Il ne peut plus s'exonérer d'une connaissance scientifique au summum de la connaissance du moment. C'est important que vous le sachiez, le site existe pour ça, pour les chefs d'entreprise. Moi, c'est le 2e critère qui m'intéresse. Il est un peu technique avec une formulation un peu juridique, mais c'est très intéressant. La cause liée au travail n'a pas à être déterminante, il suffit qu'elle soit nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous êtes dépressif, si le travail a été l'allumeur de la mèche et qu'on peut le démontrer, si le travail n'y est que pour 10%, mais que c'est visible, c'est une faute inexcusable. Et qu'on arrête de dire « il s'est suicidé pour des raisons multifactorielles ». Mais bien sûr, quelle est la mauvaise clinicienne qui pourrait vous dire autre chose que ça? Bien sûr que c'est multifactoriel le suicide. Mais si ça intervient dans une organisation du travail pathogène, avec une absence de prévention primaire, des alertes qui n'ont pas fonctionné, un salarié qui a pris la parole et qu'on n'a pas écouté, et qu'on a poussé vers le bout du suicide rouge, vert, noir ou comme vous voulez, c'est une faute inexcusable. Les critères du magistrat ne sont pas les critères des cliniciens, mais au bout du compte, le chef d'entreprise, quand il est devant le tribunal, c'est le critère du magistrat qui compte. C'est important de vous souvenir de ça, parce que la fameuse imputabilité à la fragilité individuelle, elle ne tient pas la route quand on fait la démonstration. Voilà, moi j'ai envie de m'arrêter puis de vous laisser la parole et je répondrai à vos questions, parce que c'est important qu'on débatte ensemble de ce que vous vivez sur le terrain, de ce que vous rencontrez, de ce que vous pensez, et puis surtout de ce qu'on peut faire ensemble. C'est le cœur et la philosophie de ces cafés citoyens, c'est de permettre des rencontres de terrain, des discussions, de faire circuler la connaissance, en dehors des circuits habituels qui visent à la mettre en invisibilité, parce qu'un salarié averti de ses droits et de ses devoirs est un salarié fort, solide, qui va voir les bons acteurs au bon moment, qui sait ce que sont les symptômes à éviter, qui sait qu'il risque des AVC, des hémiplégies. Vous savez, quand vous aurez fait une hémiplégie, on ne vous classera pas en maladie professionnelle. Vous allez vous retrouver en invalidité de type 1 ou de type 2 et l'entreprise vous oubliera.
Et je finirai sur ça, sur cette question de la reconnaissance en maladie professionnelle, qu'on nous bassine sur un mode militanto-politico, je ne sais pas quoi, qui est scandaleux. Nous avons des caisses, des régimes séparés. Vous avez le régime de l'assurance maladie et la caisse AT-MP. Dans la caisse AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, c'est une indemnisation forfaitaire que vous touchez. Si vous êtes reconnu, si votre burn-out est reconnu en maladie professionnelle, vous allez toucher une indemnisation forfaitaire à hauteur des 25% d'IPP que vous devez atteindre déjà. Mais ce n'est pas grand-chose, puisque ça va être fonction de votre salaire. Avec ça, vous ne vivez pas. Hein. Et quand vous avez un burn-out qui justifie une IPP de 25%, ça veut dire que vous ne pouvez plus travailler. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, non, on ne déclare pas en maladie professionnelle, notamment quand on est cadre et qu'on a une prévoyance, parce que si vous avez une prévoyance, on peut vous mettre en invalidité pour votre burn-out. Dans le régime général, là, votre prévoyance entre en jeu et vous couvre à hauteur, suivant le contrat, de 80, 85, 90% de votre salaire précédent. C'est-à-dire que vous êtes sauvé tout le temps où vous aurez besoin d'être soigné, et quelquefois c'est pour toujours. Donc, attention au panache militant, il faut déclarer en maladie professionnelle, il faut imputer à l'entreprise. Oui, il faut. Mais après, dans la vraie vie, une femme qui a fait un AVC, qui est hémiplégique, si vous la déclarez en maladie professionnelle, elle n'a pas de quoi vivre et élever ses enfants. Alors que si elle est déclarée dans le régime d'assurance maladie, qu'elle est en arrêt maladie longtemps et que ça aboutit à une invalidité de type 2, elle touchera 90% de son salaire, les 10 meilleures années. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec cette cuisine médico-administrative complexe. Il faut connaître le code de la sécurité sociale. Il faut savoir manier ces dossiers, faire de la dentelle pour chaque patient, pour ne pas les engager dans des impasses militantes qui les perdent. Et, pardonnez-moi, mais les troubles musculo-squelettiques sont déclarés en maladie professionnelle. Est-ce que ça a stoppé la pandémie ? Ça reste la première maladie professionnelle au monde, les troubles musculo-squelettiques. Donc on voit bien comment la reconnaissance en maladie professionnelle n'a pas un impact suffisant pour qu'on fasse retour sur ces organisations du travail et qu'on les modifie et pour qu'elles soient moins pathogènes. Donc arrêtons de nous cacher la vérité. Faisons de la prévention primaire, serrons-nous les coudes. Le salarié qui ne vous parle plus parce qu'il est en burn-out dépassé et que son caractère en pâtit, c'est lui qu'il faut aller voir. Alors je vous conseille de lire le guide du primo-écoutant de Chantal et Chavidre qu'il a élaboré, qui est en ligne parce qu'elle nous l'a donné sur le site, parce qu'elle vous donne les conseils pour aller parler à ces gens qui sont inabordables quelquefois, comment est-ce qu'on leur parle. Ces primo-écoutants, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde sur le terrain. C'est un peu notre travail coopératif et collectif de solidarité, cette solidarité qui a tristement disparu. Voilà, je m'arrête et puis on discute, d'accord ?